parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à tous pour cette troisième émission de Parents Autrement. Je suis Pauline et je vous accompagne aujourd'hui à travers une émission autour du postpartum et du métier de doula. J'ai le plaisir d'être accompagnée par Roxane. Bonjour Pauline. Et qui va pouvoir être mon acolyte aujourd'hui. Alors, on va y aller aujourd'hui sur c'est quoi une doula pour commencer, puisque Roxane et moi-même, nous sommes toutes les deux des doulas. Et vous verrez que malgré qu'on ait le même nom de métier, on a des différences et des similitudes à la fois. Mais donc, une vérité, c'est que chaque doula a sa propre couleur. On entend par là que chaque doula a sa propre façon d'accompagner les parents, les femmes, les familles, les bébés. Alors, si on y va pour la définition de c'est quoi une doula ? Alors moi, je commencerai par dire une doula, c'est une professionnelle du bien-être qui accompagne les femmes et leur entourage à des moments clés de leur vie. Alors, à l'origine, je parle de la maternité. C'est un accompagnement émotionnel et logistique. Donc, au moment de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum. Et ça peut s'étendre aussi à d'autres moments clés. Donc, toujours dans la thématique de la maternité. Le désir d'enfant, par exemple. On peut accompagner une femme qui suit un parcours PMA. Ou encore un arrêt de maternité, un arrêt de grossesse, par exemple, avec une interruption volontaire de grossesse, une IMG ou toute autre forme de deuil périnatal. Et une doula, ça peut accompagner les personnes dans d'autres situations. Oui, totalement. On a vraiment un parcours complet. Moi, c'est vrai que je dis que j'accompagne les femmes, les familles et les bébés de la naissance à la fin de vie. Donc, en fait, si on regarde après dans les dictionnaires, on va trouver plein de définitions différentes, comme quoi ils n'ont pas pu se mettre d'accord du métier de doula. Et il y en a plusieurs qui rejoignent ce qui pour nous représente vraiment la réalité, c'est déjà de dire qu'une doula, c'est une personne. Une doula peut être une femme ou bien un homme. Et dans ce cas, on parlera de doulo. Donc ça, c'est chouette déjà. Donc c'est une personne qui accompagne une autre personne dans un moment difficile ou pas forcément difficile, mais un moment important. Peut-être oui, important, un moment clé, un passage de sa vie où on a besoin d'avoir une personne ressource auprès de nous, qui va pouvoir prendre soin de nous de plein des façons. Et c'est en ça où tu disais que c'était des professionnels du bien-être ou même du mieux-être, parce qu'on intervient vraiment dans cette sphère-là, la sphère émotionnelle, la sphère de l'écoute de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, la sphère physique, parce qu'on prend soin des corps, pas tout le monde, mais certaines font des massages, et d'autres façons d'accompagner des soins corporels. Et puis on prend soin aussi d'un côté logistique, en aidant dans la maison, par exemple. Donc moi, ça peut m'arriver d'accompagner, par exemple, une femme qui a peut-être la quarantaine et puis qui traverse la maladie, comme le cancer, et de pouvoir me rendre à son domicile pour prendre soin d'elle, de son quotidien, soulager en fait toutes ces tâches et cette difficulté qu'elle a à avoir de l'énergie en fait pour se nourrir, pour se laver, pour faire plein de choses en fait. Et puis aussi pour lui offrir cet espace d'écoute. Donc si on veut vraiment aller plus loin dans la définition d'une doula, on arrive à questionner finalement la posture. Je crois que c'est le premier élément. Il y a des femmes qui naissent doula déjà dans leur façon d'être, où on le devient et on peut pas s'arrêter d'être doula, je crois. Mais tout à fait. Je pense que une des compétences, le plus important chez les doulas, ce qui fait qu'on est une bonne doula, ça va être tous nos savoir-être, notamment la capacité d'écouter attentivement quelqu'un avec bienveillance, et cette posture de se placer aux côtés des personnes qu'on accompagne, d'être égal à égal, de leur préserver leur autonomie, leur indépendance. En fait, l'idée, c'est vraiment de soutenir quelqu'un, par exemple, qui aurait du mal à prendre une décision, qui aurait du mal à faire un choix. L'idée, c'est pas de choisir à sa place ou de lui montrer le chemin. On n'est pas des guides. Ça va simplement être de l'aider à elle-même trouver la solution à son problème, à sa question,
questions. Et moi, ce que je dis aussi souvent, c'est que mon objectif, c'est d'accompagner, personnellement, j'accompagne des femmes à se sentir plus confiantes et plus sereines, le plus sereine possible, en tout cas, par rapport à ce qu'elles vivent actuellement, quoi. Totalement, ça résonne beaucoup. Moi, j'avais une de mes formatrices à l'époque qui avait dit quelque chose, Marjorie Roux, si jamais tu nous écoutes, et qui m'avait tellement profondément touchée. C'était, et c'est comme ça maintenant que j'accompagne les femmes. Je me présente en tant qu'une page blanche d'un livre sur laquelle elles peuvent écrire tout ce qu'elles ont envie, en fait. Et je n'ai pas de projet pour les parents. Je n'ai pas d'avis sur ce qu'ils font. Ça aussi, ça compte énormément. On accompagne de façon inconditionnelle, du moment que bien sûr que ça reste dans notre code éthique, qu'il y a un certain alignement. Mais sinon, on n'est pas là pour juger les choix qu'ils vont faire et tout ce genre de choses. Bien sûr. Et ça va aussi ça va de pair avec le fait que ce qu'on propose est parfaitement sur mesure, ouais, avec les besoins des personnes. On est à l'écoute de leurs besoins et on s'adapte sans cesse à nos personnes, nos accompagnés. Exactement, oui, c'est vrai. On va à votre rythme. Voilà, c'est ça. Voilà. Du coup, dans une des définitions que j'ai trouvées, il y avait une mention que la différence avec une sage-femme, c'était que la doula n'avait pas de diplôme. Alors, je crois que c'est écrit de façon maladroite parce qu'on pourrait comprendre plein d'autres choses. Finalement, moi, ce que je vais vous inviter, c'est à aller voir en fait cette information comme les doulas on est doula dans notre être. On pourrait nous appeler des bilas pour être là, en fait. C'est notre posture, c'est notre état d'être. Et quand il y a des formations, bien entendu, qui existent, quand on fait cette formation, ce choix de ce métier, ça vient de nous toucher personnellement, en fait. Et il y a l'avant doula, avant la formation de doula, et il y a le après. C'est comme si on avait appris à parler un autre langage. On avait acquis une autre façon de regarder le monde. Et on peut pas s'arrêter, en fait, de regarder le monde de cette façon-là. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus confortable, plus agréable, plus doux, plus bienveillant, qu'on a envie, en fait, de continuer à propager cette énergie, en fait, qu'on vient d'acquérir. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, ce passage de formation, le avant-après. Ah, complètement, ça a été quelque chose. Pourtant, on m'avait prévenu, mais j'ai trouvé ça assez inattendu, assez dingue, à quel point je me suis vue grandir et évoluer, et j'ai compris plein de choses sur la relation à l'autre, sur la relation à moi également. Oui, c'est la relation d'aide, en fait. Je crois que c'est l'essence même de notre métier. On pourrait dire aussi que la doula, c'est une professionnelle, parce que être doula, c'est une profession. Donc, on est des professionnels de la relation d'aide et du métier de l'accompagnement. Et donc, en ça, il y a un diplôme, malgré tout, qui existe, parce qu'on a des formations qui nous permettent d'acquérir cette posture-là. Et ensuite, je comprends ce qu'ils ont voulu dire dans la doula n'a pas de diplôme, dans le sens où notre métier n'est plus inscrit. Il l'a été pendant un temps, c'était sous le nom d'accompagnante périnatale au registre des métiers, au registre national des métiers. Pour avoir cette inscription au registre national des métiers, ça demande un travail énorme pour le centre de formation et aussi un nombre au niveau des statistiques de diplômés qui ensuite s'installent, commencent à monter une entreprise en lien avec ce métier. Et sauf qu'on a affaire à déjà une profession qui est émergente. Donc c'est pour ça que le statut, l'inscription des accompagnantes périnatales n'a plus été inscrit au registre national des métiers parce qu'il n'y avait pas assez sur les statistiques, il n'y avait pas assez de diplômés, de formés qui finissaient leur parcours de formation, puisqu'on a quand même des stages pratiques à faire pour aller observer comment se passe un accouchement, pour aller observer et comment on accompagne des femmes, voilà, de mise en pratique de tout ce qu'on a acquis. Et donc voilà, ça demande un effort colossal en fait à fournir pour pouvoir prétendre à être inscrite à ce métier. Donc bien sûr que dans l'avenir ça va arriver, parce que c'est une profession qui émerge, parce qu'il y a un réel besoin, une réelle demande de la part des parents, et il y a encore plus de femmes pour qui ce métier, il y a un vrai appel du cœur pour exercer ça.
De plus en plus de femmes et d'hommes se forment pour être doula. Alors toi, Roxane, est-ce que tu voudrais bien nous dire comment tu es devenue doula ? Oui, avec plaisir. Moi, je vais remonter un petit peu dans le temps parce que je pense que on en a parlé tout à l'heure. À l'origine de mon parcours de doula, il y a ma personnalité. Je fais partie de ces gens qu'on a souvent qualifiés et on qualifie encore aujourd'hui de trop gentils, de très à l'écoute. Je fais partie de ceux à qui on aime se confier depuis que je suis très jeune. En parallèle de ça, j'ai eu au collège, lycée, pas mal de rendez-vous avec les conseillers d'orientation. Je sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Oh oui. Ce qui ressortait toujours des tests que je faisais à ce moment-là, c'était le social, l'humain, l'aide, etc. Alors j'ai pas écouté les conseillers d'orientation, j'ai pas suivi leurs conseils. Je savais pas quoi faire de ce qu'ils me conseillaient de faire en fait. À côté de ça, il y a aussi une passion qui remonte à l'enfance sur la maternité et à l'adolescence. J'ai des souvenirs très jeunes de moments passés avec ma mère où je regardais l'émission Les Maternelles qui existe depuis très longtemps et qui est pas une émission dédiée aux jeunes filles. D'ailleurs, les horaires se prêtaient pas du tout à mon quotidien de collégienne, donc ça m'énervait beaucoup. Et cette passion vraiment de la maternité, comme beaucoup de petites filles, j'ai joué à la poupée, j'ai joué à papa, maman, mais ça allait plus loin que ça. J'aimais écouter les témoignages, voilà. Et aussi, je voudrais parler d'un rêve d'ado qui était d'être sage-femme. Et en fait, c'est un rêve que j'ai gardé très secret. Pendant longtemps, j'en parle très peu parce que j'ai au lycée connu ce qu'on appelle la crise d'ado, une crise d'ado un peu intense ou avec un rejet complet de l'autorité et donc des professeurs du lycée, etc. Ce qui a conduit à un dossier scolaire pas très brillant. Et donc, pour moi, c'était impensable, inenvisageable d'aller faire les études pour être sage-femme. Donc un rêve complètement enfoui. Mais voilà, tout ça pour dire que l'histoire d'être présent pour les autres, d'être gentil et bienveillant avec les autres, ça remonte à loin. Et en plus, cette passion pour la maternité que j'ai depuis très jeune. Donc j'ai vécu ma vie, j'ai fait des études à la fac, j'ai complètement enfoui ces rêves et cette passion. Puis c'est revenu petit à petit en regardant des vidéos YouTube à l'époque de femmes qui parlaient de leur maternité. J'étais une fan des femmes qui présentaient leurs indispensables dans la valise de maternité, les récits d'accouchement, des femmes qui parlaient de leur vie de jeune maman. Ça existe encore beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ensuite les podcasts comme Bliss, Stories ou La Matrescence, qui sont des podcasts aujourd'hui qui sont très connus, jusqu'à un jour où j'ai entendu un épisode de La Matrescence qui parlait des doulas. Donc j'ai découvert ce que c'était une doula. Ça m'a vraiment fait tilt. Et en fait, même quand on a des prises de conscience dans la vie, parfois il faut un petit peu de temps pour que l'idée fasse son chemin dans la tête. Et donc il a fallu que il se passe des réflexions autour de moi d'amis qui m'ont dit mais c'est quand même dingue, t'es quand même très informée pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, parce que c'est vrai que je me suis informée et passionnée à tout ça. Pourtant, j'ai pas encore d'enfant et je n'étais pas enceinte. Souvent, les gens s'intéressent à cette question de la maternité au moment venu. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que j'ai l'impression que je suis quand même plus informée que la moyenne. Et peut-être que je peux faire quelque chose de cette passion. Et le rêve d'enfant qui ressurgit. Un jour, je me souviens très bien, j'étais dans la voiture avec une amie et je lui parle de tout ça. Et je lui parle de mon rêve. Et en fait, quand j'étais ado, je rêvais d'être sage-femme. Et elle me dit, quoi? Mais attends, mais tout ce que tu me dis là, c'est lié. Pourquoi tu fais rien? Et t'as entendu ce podcast qui parlait de doula et tu passes ta vie à écouter des podcasts de maternité et tu t'achètes des bouquins de maternité. Peut-être que, voilà. Donc tout ça qui a fait que en 2022, j'ai commencé ma formation de doula. Donc c'était l'année dernière. Et en fait, là, on est à l'anniversaire de ma certification. Wow. Alors je crois que c'était hier en réalité. J'ai pas la date en tête, je sais plus si c'était 5 ou 6 décembre, mais voilà mon parcours jusqu'à la fin de la formation de doula. Mais en fait, le parcours est pas du tout terminé, c'est juste le début. Depuis, j'ai fait d'autres formations pour me former au massage, me former en allaitement. Voilà. Et toutes ces formations-là, elles comprennent donc beaucoup de
on apprend beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et aussi, on apprend la relation d'aide. Enfin, c'est vraiment des modules, t'en parlais tout à l'heure, Pauline, des modules très importants de nos formations. Les savoir-être, l'écoute active, la communication non violente, tout ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup enrichi et qui font qu'aujourd'hui, je me sens d'être à côté des gens et de les accompagner dans leur parcours de vie. Waouh. Voilà. Et toi, Pauline, ton parcours de doula? Eh ben moi, mon parcours de doula, c'est curieux, quand je vous ai dit en début d'émission qu'avec Roxane, on avait énormément de similitudes. Voilà, je vous ai pas menti, vous allez comprendre. Moi, quand j'étais ado aussi, j'étais passionnée par la biologie. Je me souviens que là où j'ai eu des meilleures notes, c'était sur la reproduction et sur voilà comment ça fonctionnait. Et donc, moi, c'est mon papa qui m'a dit, mais pourquoi tu ne deviendrais pas sage-femme, parce que, après tout, elle est vraiment intéressée par ça, et le monde a besoin de sage-femme. C'est bien vrai. Donc, j'ai rencontré la maman d'une de mes amies qui était sage-femme pour parler du métier avec elle. Et puis, ça a fait son chemin, et du coup, moi, j'ai fait une année de médecine pour être sage-femme. Et puis surtout, en fait, ce qui teintait, moi, mon regard, c'était ma maman aussi qui me parlait que des sages-femmes combien ces sages-femmes en fait avaient marqué la naissance et positivement de ses enfants, et notamment la mienne. Elle me parlait de la douceur, et moi je voyais vraiment la sage-femme à côté de ma mère, de ce côté-là en fait, proche de son épaule. Voilà, c'était l'idée que je me faisais de la sage-femme, qui était là vraiment pour soutenir la femme dans son accouchement, puis dans tout son chemin en fait. Et puis voilà, j'ai fait une année de médecine. J'ai un cerveau qui n'est pas du tout câblé pour avoir les capacités d'intégrer tout ce qu'on me demande pour réussir cette année de médecine, puisque l'année de médecine à l'époque permettait d'accéder à l'école de sage-femme après. Donc ensuite, j'ai suivi une carrière d'ingénieur dans l'aéronautique pendant plusieurs années, jusqu'à il y a 5 ans bientôt, à la naissance de mon premier enfant. C'est là où, en ouvrant un livre d'Isabelle Brabant, j'ai vu la description de qu'est-ce que c'était qu'une doula. Et là, ça m'a fait, mais en fait, c'était ça que je voulais faire. Wow. Je voulais pas être sage-femme, je voulais être doula. Et du coup, voilà, j'ai cheminé. Moi, c'est vraiment arrivé, comme tu le disais, la version classique. Pendant la maternité, ça s'est réveillé à nouveau. Et je dis toujours que mon fils, il est venu réveiller ça en moi, me réaligner en fait avec vraiment ma passion et ce que j'étais venue faire. Parce que comme toi, quand je faisais les questionnaires, à l'école, j'allais toujours dans les sciences sociales, les relations humaines et tout ça. Mais qu'est-ce que j'en fais? Quel métier je peux faire autour de ça? C'était pas clair du tout. Et à l'époque, personne ne m'a dit tu pourrais faire doula par exemple. Ça n'existait pas. Donc voilà, parce qu'il y a une chose peut-être qu'on n'a pas insisté dessus, mais la première différence fondamentale entre une doula et une sage-femme, c'est que la sage-femme fait le médical, la doula fait tout ce qui est non médical. Ça, c'est vraiment une chose qui nous différencie plus que notre diplôme. Donc voilà, moi j'ai fait mon chemin avec la maternité, et j'ai fait un parcours d'émission reconversion. Et à la fin de ce parcours-là, où j'ai fait une étude de marché, j'ai fait une enquête auprès de 200 personnes pour savoir comment a été leur vécu de la maternité. J'ai fait vraiment plein de choses. Je me suis construit ma propre formation pour être alignée avec ce que j'avais envie d'offrir et comment j'avais envie d'accompagner les autres parents. Et à la fin de ce parcours, qu'on me dise oui ou qu'on me dise non, c'était évident que je le faisais et que j'y allais. Et donc voilà, donc ça fait maintenant 3 ans que ça va faire 3 ans que je suis installée pour être doula. Et maintenant en fait, ça va bien plus loin parce que moi j'ai toujours eu des compétences aussi pour accompagner les personnes dans leurs projets, et à les accueillir, à faire en sorte qu'elles se sentent bien et confortables, et qu'elles puissent prendre leur marque, et ensuite développer leurs compétences, leur savoir, et les accompagner dans là où elles avaient envie d'aller. C'est aussi ce que je faisais à travers mon métier d'ingénieur aéronautique, chef de projet, chef d'équipe. C'est comme ça que j'ai accompagné les personnes de mon équipe. Et en fait, j'ai associé cette idée-là maintenant pour accompagner en fait les femmes entrepreneuses à mettre au monde, cette fois-ci, pas un bébé, un autre bébé, c'est leur projet professionnel. Puisque j'ai vu que j'avais réellement des capacités pour
pour les soutenir et j'utilise ma posture de doula qui est complètement présente pour les aider à poser ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent et aller vraiment plus loin en profondeur avec tellement d'outils comme la communication quantique, d'aller chercher, amener la prise de conscience de qu'est-ce qui fait que voilà, c'est difficile pour moi ceci ou cela et qu'est-ce que j'ai comme ressources. Et ensuite, j'ai réadapté les outils en fait d'accompagnement des femmes enceintes à l'entrepreneuse, donc avec l'hypnose, la visualisation, les relaxations, le pouvoir de l'intention, etc. Tous ces outils-là, en fait, je les ai transposés des femmes, d'un projet de naissance d'un bébé pour une femme enceinte à un projet d'une entrepreneuse qui veut vraiment vivre de son métier de rêve. Voilà. Et c'est aussi pour ça que Parents Autrement existe. C'est aussi pour mettre en lumière des merveilleuses femmes. Donc voilà. On va vous laisser sur cette belle note pour une courte pause musicale et on se retrouve après pour parler du postpartum. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cette belle émission. Je suis accompagnée de Roxane, qui est aussi, comme moi, doula. Et on va parler maintenant du postpartum. Alors déjà, une première définition qui s'impose, parce que pour beaucoup, le postpartum, c'est quelque chose d'assez flou, et puis qui prend fin avec la fin du congé maternité, donc à 2 mois et demi. Moi, là, j'ai un gros message à vous dire. Le postpartum, c'est une période de la vie qui, finalement, commencerait presque avant l'accouchement, qui s'installe, on va dire, avant l'accouchement, qui débute par la naissance du bébé jusqu'aux 3 ans de l'enfant, à peu près, on va dire ça. Et ça peut être plus et moins long en fonction de notre enfant et de nous-mêmes. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça peut même s'accumuler si on a un autre enfant qui suit le premier. Exactement. C'est pour ça que certains vont dire que vont parler de grossesse rapprochée. Et d'ailleurs, on le sait maintenant que dans la physiologie du corps, quand tout est, on va dire, bien mis en place, une femme va retrouver cette capacité, cette fertilité pour accueillir un nouvel enfant dans sa vie à partir de 2 ans et demi à peu près. Voilà. Sauf qu'on a tellement modifié nos habitudes d'allaitement et puis de prendre soin de nos enfants, etc., que maintenant, le fameux retour de couche, il a lieu des fois à 1 mois, 4 mois après la naissance de l'enfant. Mais donc, traditionnellement, dans nos gènes, on est encore programmé pour avoir un certain écart entre 2 grossesses, pour respecter en fait cette fameuse période du postpartum, pouvoir être disponible pour accompagner notre enfant à devenir plus ou moins autonome. Et une fois qu'il a acquis cette autonomie, on peut passer à un nouvel enfant. Mais Roxane, tu vas nous dire, parce que moi j'aime beaucoup la définition que tu utilises du postpartum pour dire vraiment qu'est-ce que ça veut dire dans l'étymologie postpartum. Alors postpartum, ça veut tout simplement dire après l'accouchement, après la naissance. C'est un mot qui n'a pas de jugement de valeur en fait, alors que parfois c'est un mot qui peut faire peur. Mais postpartum, ça veut juste dire après la naissance, après l'accouchement, après accouchement même plus précisément. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que dans le cadre d'une interruption de grossesse, qu'il soit volontaire, médicale ou spontanée, vous êtes aussi en postpartum. Et vous avez le droit d'aller demander les services d'une doula pour vous accompagner dans cette période postpartum. Ça, pour moi, c'est hyper important de le préciser parce qu'il y a encore trop peu de femmes qui s'autorisent à avoir accès à ce type d'accompagnement et de services, alors que c'est presque encore plus important comme dans le vécu émotionnel, ce qui a pu se passer dans l'interruption d'une grossesse. Et donc, voilà, si jamais ça vous est arrivé ou que ça vous arrive et que vous en ressentez le besoin, les doulas sont vraiment là pour vous soutenir. Tout à fait. Donc ensuite, dans cette définition, le postpartum, il commence réellement au moment où le bébé, ça y est, commence sa vie extra-utérine. Et alors, il y a une chose dont on parle jamais, c'est la naissance du placenta. Voilà. La délivrance. La délivrance. Il y en a qui vont appeler ça comme ça. Mais ça fait aussi partie des choses où on n'est peut-être pas
Je sais, parce qu'il y a un certain tabou en fait sur ces choses-là, et donc il y a beaucoup de femmes qui vont découvrir le placenta, l'utilité, et puis comment en fait il sort. Et alors les sages-femmes font un travail formidable de préparation à l'accouchement, mais il y a pour certaines mères vraiment c'est le flou total, et tant qu'elles l'ont pas vécu, ça reste assez flou. Mais donc après la naissance d'un bébé, il y a aussi la naissance d'un placenta. Voilà. On n'a aucune représentation en fait de cette naissance du placenta. Exactement. Le placenta qui est vraiment un organe tellement précieux et important. Je pense qu'on fera une émission dédiée avec sur qu'est-ce que le placenta, qu'est-ce qu'il a à nous dire ce placenta, parce que c'est vraiment un organe magique. En attendant, donc voilà, le postpartum va commencer là, et ce tabou, il y a aussi beaucoup de fausses croyances et de peurs. Roxane t'en parlait dans un de tes posts, parce que alors Roxane, oui, je vous ai pas dit, mais elle a un compte Instagram absolument fabuleux. Voilà. Merci. Une magnifique vitrine. Elle adore faire ses petits visuels et puis parler d'un sujet à un autre, et notamment t'en as parlé de cette injonction ou cette attente que certaines femmes vont avoir au sujet de leur postpartum. Tout à fait. En fait, on entend très souvent des femmes qui disent « on ne m'avait pas dit, on ne m'avait pas prévenu, je ne savais pas que ça allait être aussi difficile ». Donc des femmes qui vivent un postpartum difficile, ça peut arriver. Et on entend aussi des femmes qui disent « oh, mais vous me faites peur à me parler de toutes ces difficultés maternelles qui pourraient arriver ». Et en fait, ces deux discours se font face, et on pourrait se dire en tout cas, mince, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on prépare les femmes à leur postpartum? Est-ce qu'on peut leur dire ce qui peut leur arriver éventuellement, qu'il peut y avoir des désagréments, il peut y avoir des difficultés? Ou est-ce que, à leur dire tout ça, on va leur faire peur? Alors, je pense que sur cette question, on est toutes les deux d'accord, Pauline, sur le fait que non, préparer son postpartum, s'informer sur ce qui peut arriver, ça peut être que une bonne chose pour la suite. On sera mieux armé au cas où il nous arriverait des désagréments, des difficultés. Exactement. Et en fait, en préparant l'émission, on a eu une petite réflexion sur pourquoi en fait certaines femmes ressentaient de la peur en écoutant des sujets comme les difficultés maternelles, la dépression ou les désagréments. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte et ce qui fait aussi nous notre différence de la fameuse bonne copine qui va parler de son postpartum, c'est que notre façon de nous exprimer, si on a un témoignage à faire, on va le faire en parlant en jeu. Et quand je raconte une histoire en me disant, durant mon postpartum, puis je vais le faire tout à l'heure parce que on va parler de la matrescence et je vais vous parler de moi, ce qui m'est arrivé. Je vais vraiment parler de moi-même. Alors que la bonne copine, bien souvent, elle a tendance à dire tu. Et en disant tu, par exemple, imagine, tu viens d'accoucher, tu viens d'avoir ton bébé, et puis là, t'as énormément de perte de sang, à chaque fois qu'il tète, ça fait super mal au sein, etc. Tu souffres le martyre. Là, j'utilise le tu. La personne qui écoute ça, elle est embarquée. Elle se met à la place. Et si forcément elle est enceinte et qu'elle est en train d'être embarquée dans une histoire atroce, voilà, tout de suite, ça fait peur. On est programmé, nous, pour ressentir des émotions. C'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'être humain. Donc, simplement parce que le discours, il est donné en tu, ça embarque la personne dans une histoire infernale qu'elle n'a certainement pas envie de vivre. Et là, si jamais ça vous arrive que vous êtes enceinte, un conseil qu'on peut vous donner, vous entendez ce discours qui arrive au sujet de l'accouchement ou de quelque chose bien vécu, il vaut mieux vous protéger et de dire stop, je n'ai pas envie d'écouter cette histoire pour l'instant, ou d'inviter la personne à vraiment faire l'effort de parler en jeu. Parce que quand on parle en jeu, on écoute juste le récit de ce qui s'est passé pour une autre personne. Et on peut être à l'écoute de, tiens, pourquoi quand elle parle de ça, ça me touche? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce sujet-là? Pourquoi moi ça me touche? Et là, on vient faire un travail intérieur. Et c'est très intéressant, en fait, d'aller voir pourquoi ça vous touche, parce que ça pourrait être révélateur d'un sujet que vous pouvez commencer un petit peu à aller creuser, accompagner cette prise de conscience pour que le moment venu, en fait, ça soit pas un problème, tout simplement. C'est vrai, on a tous et toutes nos peurs. Donc finalement, le conseil qu'on aurait aussi à vous donner, c'est que préparez votre postpartum avec une doula, pas avec la bonne copine ou pas en écoutant les discours des uns et des autres, parce que ce qui va être vraiment notre force, c'est qu'on va pouvoir aborder des sujets vraiment essentiels et que vous ressortez de là en sachant
ok, moi je suis préparée. En plus, on va préparer le postpartum en y mettant vraiment le cocooning, l'amour, le soutien, la douceur, en mettant en avant finalement qu'est-ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce que vous avez besoin, plutôt qu'en mettant l'accent sur ok, tout ce qui est terrible et qui peut faire peur. Et tout ce qui est terrible et qui peut faire peur, justement, vous repartirez en sachant ok, ça pourrait arriver, et si jamais ça m'arrive, et ben en fait je sais ce que c'est et je sais qui je peux aller voir pour demander de l'aide, parce qu'en fait c'est ça qui va être compliqué, c'est que quand on est en train de vivre une difficulté maternelle ou une difficulté paternelle, parce qu'il n'y a pas que les mères qui sont touchées par tout ça en fait, et bien c'est d'aller de savoir ok, là en fait je suis en train de vivre un truc qui est très important, qui est très dense, et je peux avoir de l'aide pour que ça se passe mieux en fait, ou pour simplement pouvoir poser ce que je ressens et aller plus loin sur ce cheminement-là pour pouvoir traverser cette épreuve qui m'est proposée de vivre. Tout à fait. Du coup, les personnes sont outillées, elles savent vers qui se tourner, vers quelle personne ressource se tourner. Pardon. Et en fait, tout va être vécu de manière plus fluide, plus évidente, plus agréable. Absolument, d'autant plus que ce qui fait aussi une force, c'est que nous, on ne va pas chercher en fait à normaliser, banaliser, juger ce que vous allez nous dire. Par exemple, c'est commun de voilà, une des difficultés, par exemple, de moi, mon postpartum, c'est les nuits des fois qui sont difficiles parce que ma fille elle se réveille en criant, et puis oui, elle est allaitée, mais par l'expérience, j'ai bien compris que l'allaitement n'était pas forcément en lien avec ses réveils et qu'elle vit d'autres choses. Mais donc voilà, des fois, moi, ça me fait du bien d'avoir juste une personne à qui dire oh là là, cette nuit c'était vraiment difficile, et puis ça me questionne pourquoi elle se réveille autant, qu'est-ce qu'elle peut vivre, etc. Et je vais pouvoir vraiment dire ce que je ressens, et la personne en face, ma doula va m'accompagner à aller accueillir simplement ce que je ressens, à poser oui, en fait je suis inquiète parce que j'ai l'impression peut-être qu'elle souffre de quelque chose. Et puis en fait, en déroulant les informations, je vais peut-être lui parler de oui, c'est vrai qu'elle fait beaucoup de rots et puis qu'elle régurgite énormément, et donc du coup je me sens pas tranquille par rapport à ça, et en même temps je me pose des questions, est-ce que ça vient de mon lait? Et en fait voilà, on va tout dérouler et on va aller loin en fait dans la compréhension, et quand je vais repartir de ce rendez-vous, je me sentirai tellement plus légère parce que j'aurais pu dire à cette personne ce que je ressens. Elle m'aura juste accompagnée à aller poser mes émotions, mes inquiétudes, à aller voir nommer c'est quoi ma peur, et puis elle m'aura peut-être informée en me disant non Pauline, ton lait il est parfait pour ton bébé, même s'il souffre de reflux, et en fait il va chercher à téter pour apaiser, en fait le lait maternel va pouvoir apaiser en fait l'irritation causée par le reflux, donc continue. Et puis aussi peut-être qu'elle va m'orienter vers une personne du médical qui est formée dans le reflux et qui va pouvoir aller un peu plus loin si c'est nécessaire. Voilà. Ce qui est fort, c'est que par son écoute active, déjà, elle va te soulager de parler de tes émotions, ça va apaiser, et en plus poser les bonnes questions pour te permettre justement de dérouler et de trouver les réponses ou les pistes de réponses que tu n'aurais peut-être pas trouvé toute seule si tu te parlais simplement à toi-même en fait. Exactement. Ou à la bonne copine qui nous aurait dit oui mais t'allaites, alors du coup c'est normal, en même temps prends ta responsabilité. Ok, merci, je fais quoi de ça? Voilà, les injonctions, bonjour les injonctions. C'est ça. Et ça part d'un bon sentiment, c'est pas malveillant de sa part, mais c'est juste que quand on vit une difficulté, ce qu'on va rechercher, c'est pas ça. Voilà. Ce qui était important aussi, c'était de soulever le sujet de la dépression, du baby blues, et puis finalement qui sont beaucoup en lien avec la matrescence. Tout à fait. La matrescence, peut-être qu'on peut définir ce terme qui est pas très connu. C'est la contraction du mot maternité et adolescence. En fait, c'est comme si en devenant mère ou père, parce qu'on peut aussi parler de patrescence, c'est un passage de vie. Le corps change, les hormones sont bien présents aussi et peuvent provoquer des chamboulements, et en plus on change d'identité en fait, on devient la mère, le père, le parent d'un enfant. Exactement, du statut de femme indépendante où je n'ai qui va me préoccuper de ma personne, ma seule responsabilité c'est moi-même, je passe de femme à femme et responsable d'un enfant.
qui est complètement dépendant de moi, parce qu'un enfant à la naissance, il a une maturité cérébrale de 25%. C'est juste pas grand-chose, hein. C'est l'équivalent, il a la même maturité cérébrale qu'un bébé kangourou à la naissance. Puis le kangourou, lui, il va rester un certain temps dans la poche de sa mère avant d'aller prendre son envol, enfin son saut, puisque du coup il marche plutôt, il saute. Mais voilà, et sachez que le 100% de maturité cérébrale, on va l'acquérir à 25 ans. C'est long, c'est très très long. Donc c'est aussi ça qui rend le postpartum intense parfois, parce que la dépendance de cet être humain et cette responsabilité qu'on a envers lui, en plus du lien affectif qui se construit, c'est quelque chose qui est profond en fait. Mm-hmm. Et si ça se cumule en plus avec peut-être les pressions, la pression que peut apporter la société, l'entourage, etc. En fait, ça peut faire vraiment beaucoup de choses. Et, absolument. C'est pour ça que ça peut vraiment être un moment de bouleversement et d'intensité qu'il est important, selon moi, de préparer. C'est ça. Ça peut très bien se passer. Il peut y avoir vraiment des très beaux postpartum. Par exemple, si moi je dois comparer les 2 postpartums que j'ai eus, le premier a été vraiment très difficile parce que moi j'ai perdu mon identité de personne. Je ne savais absolument plus qui j'étais plus Pauline, j'étais plus la Pauline professionnelle non plus. C'est quand même impensable de retourner travailler et je ne savais réellement plus qui j'étais à part la mère d'un bébé. Et j'étais très douée pour être la mère de mon enfant, ça, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, je ne savais même plus qu'est-ce que je pouvais faire pour mes loisirs, pour me faire plaisir tout simplement, parce que je vivais aussi des désagréments physiques qui ont fait que j'ai pas pu reprendre d'une activité sportive telle que je le voulais. Donc ça a été vraiment un vrai parcours de reconstruire. Et en devenant doula, quelque part, moi, je me suis reconstruite aussi. J'ai comme eu cette renaissance à moi-même, plus alignée avec finalement qu'est-ce que j'avais envie d'offrir. Mais parce que moi, c'était l'épreuve que j'avais à traverser, pour devenir doula. Il fallait que j'en passe par là. Mais pour d'autres mères, elles vont vivre chacune à leur niveau certaines difficultés ou d'autres pères. Et c'est vrai qu'il y a un postpartum où on a une personne, qui perd son identité, et puis un père qui a aussi du mal à prendre ses marques, à s'occuper de son enfant, qui a pas confiance peut-être en ses propres capacités, peut-être parce qu'il a jamais eu de modèle paternel, qui ne sait pas ce que c'est qu'être un père. C'est toutes ces choses en fait qui vont rendre parfois difficile le postpartum. Et là, on parle de l'âge du bébé, il a peut-être 6 mois ou 1 an. Donc on est vraiment loin de l'accouchement et pour autant, on est encore dans des difficultés liées au postpartum. On va continuer un petit peu de creuser ce sujet et puis après on vous donnera plein d'astuces pour soutenir le postpartum des familles. Mais on va d'abord faire une deuxième pause musicale. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à vous pour cette dernière partie d'émission consacrée au postpartum. Je suis accompagnée de Roxane qui est doula et on était en train d'évoquer justement un petit peu comment préparer autrement en fait son postpartum. On a aussi évoqué tout ce qui était les peurs, les croyances limitantes, les fausses croyances, les sujets tabous, parce que c'est vrai, ce qui rend le sujet tabou, c'est que quand on traverse ces difficultés-là, on n'a pas c'est pas fréquent. C'est pas fréquent qu'on va pouvoir partager en fait sur ce qu'on traverse. On a à la fois, c'est ce qu'on disait avec Roxane, c'est parce que on trouve pas cette écoute, cette véritable écoute qu'on aurait besoin. Et puis après, c'est que il y a quelque chose de OK, est-ce que j'ose dire que je traverse un moment difficile avec moi-même et avec mon enfant? Ça, c'est quelque chose qui est encore une étape difficile à franchir, comme est-ce que je suis capable d'aller demander de l'aide? Mais d'ailleurs, en fait, de préparer son postpartum, ça permet de soulever certains tabous, de décomplexer, de déculpabiliser sur toutes ces choses qui peuvent nous arriver.
Parce que oui, ces choses qui peuvent nous arriver. En effet, je vois ce que tu veux dire, Roxane. C'est que en parler, ça permet de libérer la parole et d'amener les gens en fait à se sentir en fait écoutés et soutenus aussi, de dire je suis pas seule. À chaque fois que j'ai pu parler de moi et de ce que j'ai vécu, les femmes autour de moi disaient mais merci Pauline de dire ça. Il y a une de mes vidéos que j'ai eu tellement de mal à poster, mais que j'ai été animée par en fait il faut que je le fasse parce que à la naissance de ma deuxième, moi c'est le côté colère qui s'est vraiment réveillé. J'ai jamais été en colère et je suis une personne qui d'habitude est d'une patience infinie, d'une douceur qui n'haussait jamais le ton. Mais voilà, avec ma deuxième, c'est pas du tout pareil. J'ai tellement beaucoup plus de colère. Et puis, ce qui vient avec cette colère aussi, c'est la phobie d'impulsion. Et la phobie d'impulsion, c'est quelque chose qui, c'est un mécanisme de protection de notre cerveau qui permet en fait de simplement nous dire attention. Et puis, je prends soin de toi, ça n'arrivera pas. Mais là, je te rappelle un petit peu à l'ordre et je te protège en faisant ça. Comment ça se matérialise ? Eh ben, par exemple, dans un moment qui est très difficile, je vais avoir ma fille dans les bras et puis voilà, ça va vraiment pas. Je vais passer le seuil d'une porte et là, je vais avoir l'image qu'en fait, son crâne, attention pour ceux qui sont un peu sensibles ou quoi que ce soit, mais voilà. Couper le micro pendant 10 secondes, voilà, n'écoutez plus pendant 10 secondes. Mais voilà, je vais passer la porte et je vais avoir cette image que le crâne de ma fille vient heurter le mur et s'exploser en 1000 morceaux. Et ça, c'est terrible, en fait, parce que du coup, je dis, waouh, pourquoi je vois ça? Et là, c'est juste un mécanisme de protection. Mais donc, du coup, pour moi, ça a été important à un moment donné de pouvoir partager autour de ça et des ressources que j'ai quand je perçois ça. Et c'est vraiment un signal de protection de notre cerveau qui nous dit, là, il est temps que tu aies demande de l'aide et que tu prennes soin de toi et que tu te ressources. Et typiquement, les phobies d'impulsion, si on ne sait pas que ça existe, si on ne sait pas ce que c'est très violent à vivre. Oui. Et ça peut être terrible. Alors que si on sait que c'est normal, que ça arrive et que c'est un moment voilà, de s'entourer, de rechercher une personne ressource pour se sentir mieux et que ça va passer, en fait, tout de suite, ça paraît moins violent à vivre en fait. Absolument. Et j'ai été tellement surprise parce que je l'ai partagé sur un groupe des amis des plus proches qu'on avait créé avant la naissance de ma fille au cours d'un Blessing Way. Un Blessing Way, c'est juste une célébration de la maternité. C'est pas du tout comment ça s'appelle cette fête la baby shower. La baby shower, voilà, c'est ça. C'est pas une baby shower, c'est vraiment plus pour célébrer la femme l'honorer en fait, elle est porteuse de la vie, et puis aussi lui donner plein de choses qui vont pouvoir accompagner sa traversée dans ce nouveau monde qui s'offre à elle, ce passage dont on disait de devenir femme ou mère d'un enfant à femme responsable d'un enfant ou femme responsable de 2 enfants et plus, en fonction de voilà où est-ce que vous en êtes. Et donc j'ai posté ça sur ce groupe en disant ben voilà, les filles, c'est ça qui est en train de m'arriver. Je leur ai décrit et je leur ai dit là j'ai besoin d'aide parce que ça me fait peur et je sais ce que c'est, mais je sais pas comment m'en sortir et comment calmer ça. Et là, il y en avait que 4, comme je vous dis, c'était les femmes les plus proches de moi. Et sur les 4, en fait, elles ont toutes réagi en disant Pauline, moi aussi, ça m'est arrivé. Et moi, ça m'a fait tellement de bien de me dire ok, je suis pas normale. Ensuite, hors antenne, il y a quelque chose d'important, mais que je voulais préciser. Tout à l'heure, j'ai dit que à la naissance, la maturité cérébrale du bébé était de 25%. Puis en fait, avec Roxane hors antenne, on est allé un peu plus loin sur le sujet. Et pour moi, ça aussi, ça permet un petit peu de remettre les choses dans leur contexte du postpartum et de qu'est-ce que ça représente en fait de s'occuper d'un enfant. Un enfant, donc à la naissance, il a la maturité cérébrale de 25%. À 1 an, il aura atteint 45%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il commence un petit peu à se déplacer. Et donc, on peut comparer ça au bébé de girafon, bébé de la vache, bébé chèvre, etc. Ce sont ces animaux qui, à la naissance, ont déjà cette capacité à se déplacer. Et puis, en fait, on va... je crois que c'est à peu près à 2 ans ou 3 ans qu'on atteint les 75%. Et ensuite, les 25% restants, voilà, comme je vous ai dit, ils vont mettre beaucoup de temps à se terminer. Mais donc tout ça pour dire que de 0 à 1 an, on est vraiment en train de s'occuper d'un être humain qui est complètement dépendant. Si on voulait que finalement
que l'enfant naisse en ayant une certaine autonomie, il faudrait attendre une gestation de 18 mois. Et cette gestation de 18 mois, elle peut pas avoir lieu parce que c'est notre cerveau, en fait. C'est la grosseur de notre cerveau qui pousse les bébés à sortir à 9 mois parce qu'ils savent que s'ils attendent, après, ils pourront plus sortir. Et donc, c'est ça, en fait, qui fait qu'on s'occupe pendant encore les 9, le temps qui sépare la naissance jusqu'aux 18 mois, finalement, de l'enfant. Ce temps-là, en fait, c'est un temps qui est très intense parce qu'on est vraiment en train de s'occuper d'un être humain qui est très dépendant, qui se construit émotionnellement, affectivement. Et dans les tabous aussi, dont on parle pas souvent, c'est toutes ces attentes. Par exemple, moi, on m'a tellement parlé de cette vague d'amour qui nous envahit quand on nous pose notre bébé ou qu'on le voit pour la première fois, etc. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours été très curieuse, voilà, voilà, quand mes bébés, je les ai eus, en fait, il se passe rien. Vraiment rien. Il n'y a pas de je suis méga heureuse, je suis pleine d'amour, je suis en joie ou quoi que ce soit. Non, il se passe rien. C'est la continuité. En fait, je suis dans le même état de 10 secondes avant, enfin un peu moins quand même parce que ça y est, l'enfant est dehors. Mais il n'y a pas eu quelque chose comme ça. On m'a aussi parlé du proto-regard, le premier regard d'échange qui est apparemment plein de profondeur et d'intensité. J'ai pas croisé le regard de mon premier, j'ai croisé le regard de ma deuxième. Mais il s'est rien passé de plus. J'ai pas senti cette profondeur-là de son regard. Je l'aperçois là maintenant, mais tel que c'est décrit. Mais tout ça, toutes ces informations qu'on va lire, des fois, ça crée des énormes attentes. Comme la montée de lait. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'entendais une maman qui parlait de son postpartum et de sa montée de lait au sujet de l'allaitement et qui témoignait elle a été pendant 3 semaines à l'attente de cette montée de lait parce qu'on lui a tellement dit que c'était douloureux, que ça allait être atroce, etc., qu'elle allait le sentir passer. Puis comme elle a jamais vécu ça, pendant 3 semaines, elle s'est demandé si elle avait eu sa montée de lait. Et ça allait impacter, en fait, tout son système de pensée, parce qu'elle se demandait si son lait était suffisant pour son bébé, puisqu'elle se demandait si elle avait eu sa montée de lait. Donc elle savait pas vraiment qu'est-ce qu'elle donnait à son bébé. Donc vous voyez la portée des attentes. Alors qu'en fin de compte, sa montée de lait, elle avait bien eu, mais comme ça s'était bien passé, le bébé était au sein à la demande et puis en proximité vraiment proche, les besoins physiologiques des deux, de la mère et du bébé, étaient respectés à un point que c'est passé nickel. L'image qu'elle avait de la montée de lait, elle ressemble pas à ce qu'elle a vécu, elle. Exactement. En fait, tous les postpartums sont uniques et différents. Par contre, il y a une chose qui revient quand même très souvent, je sais pas si on peut dire à chaque fois, mais c'est que le postpartum ne se passe pas exactement comme on l'avait imaginé, en fait. Exactement. Finalement, pour savoir si tout va bien, moi je vous invite juste à regarder votre bébé. Regardez comment il se comporte, comment il est. Et vous verrez là, il y aura quelque chose qui va émaner une pensée de « non mais ça va, il va bien mon bébé, il est en bonne santé ». Il a pas l'air, curieux ou quelque chose d'autre que un bébé calme, reposé et tranquille. D'ailleurs, ça c'est un tips des doulas et je pense même aussi des professionnels de santé de regarder l'enfant, le bébé et de demander aux parents mais comment tu le sens, toi tu le connais, ton enfant tu le connais par cœur, est-ce qu'il est comme d'habitude, est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît anormal ou pas? Exactement. Et ce sont toutes ces injonctions en fait qui vont amener en fait une mère à douter d'elle et à s'éloigner petit à petit de plus en plus de son propre instinct et de cette capacité à juste regarder son enfant et savoir si ça va ou si ça va pas. Et ça c'est vraiment très puissant. Donc vraiment continuer vous pouvez écouter vous informer en fait, savoir que ça existe et connaître encore mieux le paysage en fait du postpartum et d'être juste informé, de savoir que ça existe et que ça peut arriver. Mais après, de ne pas non plus créer des attentes. Et ça, en fait, les doulas, nous, on vous accompagne à ce qu'une phrase que vous avez entendue puis qui a comme résonné fort ne devienne pas un mantra ou une affirmation qui va se répéter. Parce que là, du coup, on s'éloigne réellement de l'objectif ou du moins de ce qu'on veut transmettre. Donc voilà, un petit peu pour tout ce qui est le postpartum. Maintenant, j'avais envie qu'on aille sur comment soutenir le postpartum des femmes, parce que on va dire que une femme va déjà plus et moins naturellement se préoccuper un petit peu de ces sujets-là, des choix, et puis un peu c'est l'entourage finalement, parce que c'est pas que la femme
seule qui a à préparer son postpartum, c'est aussi comment l'entourage peut accompagner et soutenir cette période-là où la femme, elle est vulnérable. Moi, j'aime pas utiliser le mot fragile, je sais pas toi, Roxane, parce que fragile, ça renvoie comme si c'était un peu une faiblesse. La vulnérabilité, pour moi, ça renvoie plus à cette sensibilité qui est un peu exacerbée pendant cette période-là et où finalement, c'est intelligent, en fait, de prendre soin d'elle autrement. Tout à fait. La vulnérabilité, c'est absolument pas opposé à la puissance, la force. Tout à fait. Exactement. D'ailleurs, c'est le sujet de mon travail de fin de formation avec mon acolyte Justine. On avait travaillé sur l'empuissancement des femmes à travers la naissance. Et en effet, on parlait aussi bien de cette prise de pouvoir quand on devient mère, qui peut arriver, et qui s'accompagne aussi d'une certaine vulnérabilité. Et tout simplement parce que à ce moment-là, on peut avoir le corps qui a besoin de repos. Voilà. Exactement. Et justement, le corps qui a besoin de repos, déjà, première information, le repos, c'est essentiel. Moi, je suis formée par tout ce qui est les énergies orientales pour accompagner le postpartum, l'Ayurveda, les énergies du yoga. Et là-bas, en fait, on dit que c'est 40 jours de repos pour 40 années de vie. Miser sur 40 jours de repos, c'est miser sur 40 années de vie en étant dans un corps en santé et en pleine forme. Donc déjà, ça, c'est un beau challenge de se dire, OK, pendant 40 jours, vraiment repos. Pourquoi repos? On en avait parlé en préparant l'émission. C'est en lien avec le placenta. Le placenta, vous prenez une feuille A4 à peu près devant vous, ça fait un peu ce volume-là. Et il faut imaginer que, en fait, le placenta, c'est cet organe, il est comme en fusion avec la paroi utérine, et il est traversé par des multitudes de canaux sanguins. Quand il se décroche, en fait, il vient se décoller comme on enlèverait un scotch de quelque chose, ou même pour parler vraiment du corps humain, comme si on enlevait la croûte, en fait, d'une blessure qu'on aurait à l'extérieur de la peau. Et donc là, on a une plaie, en fait, de la taille d'une feuille A4 à peu près, pour que vous vous rendiez compte. Une plaie de cette taille-là à l'intérieur du corps. Et comme ça ne se voit pas, ça crée un malaise en fait dans la compréhension de ce qui nous arrive et de pourquoi on se repose. Si c'était visible, imaginez que cette plaie de cette taille-là, vous l'aviez sur la cuisse, est-ce que vous diriez à cette personne ça fait que 2 jours qu'elle a cette plaie sur la cuisse, d'aller passer le ménage, passer l'aspirateur, préparer un repas, faire toutes ces tâches-là? Je crois pas. Non, pas du tout. Très vite, on oublie en fait parce qu'on se met debout, parce que on a plein d'obligations et on oublie, et l'entourage oublie aussi parfois. Exactement. Mais en fin de compte, c'est ça. C'est pour ça que 40 jours de repos, finalement, quand on regarde ce qui se passe dans notre corps juste sur le plan corporel, je crois que c'est pas trop donné, 40 jours pour cette cicatrisation de notre paroi utérine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on saigne autant, c'est parce que il y a le placenta qui est sorti, laissant place en fait à cette plaie qui se résorbe très bien, et toute seule, le corps est tellement magnifique. Mais donc c'est en ça que de faire appel à une doula en postpartum, c'est top. Et Roxane et moi, nous sommes toutes les deux formées pour accompagner et soutenir les mères à leur domicile. Parce que ça aussi, c'est la force d'une doula, c'est qu'on se déplace chez vous. On se déplace chez vous, donc vous pouvez rester dans votre lit, dans votre canapé. Et en plus, on a du temps à vous accorder. Souvent, une doula, elle va venir au moins 1h30, 2 heures minimum chez vous pour vous écouter. On peut parler de tout un tas de sujets dont vous avez envie de parler. On va surtout vous écouter, parler de votre accouchement, de votre ressenti actuel, de ce qui vous a étonné, de ce qui vous met en joie aussi. On parle pas que des difficultés, on parle vraiment de tout ce qui peut vous faire du bien de parler. On peut évoquer les questions qui vous traversent, les doutes. Et ensuite, on peut proposer aussi une certaine aide logistique quand on vient chez vous. Donc déjà, si vous avez faim, on peut vous proposer de vous faire réchauffer un petit quelque chose, ou même vous cuisiner à manger. Oui. Moi, je propose par exemple un service de cuisine postnatale. Il faut savoir que l'alimentation en postpartum, en fait, comme on est un petit peu en convalescence, c'est très important de s'alimenter d'une certaine manière pour aider le corps à cicatriser, pour aider le corps à retrouver
à être plus en forme en fait, tout simplement. Exactement. Je rebondis sur ça parce que du coup, moi du côté de l'Ayurveda, en fait, il se passe un phénomène qui est très intéressant. Finalement, en Ayurveda, on a 5 éléments qui constituent un être humain, et du passage en fait de la grossesse où on est plein d'eau et plein de feu, on va dire, d'énergie, de vie. Une fois que le bébé est sorti, on se retrouve plein d'air puisque le bébé est dehors et en déficit d'eau et d'énergie et plein de tout ce qui est de l'espace, un des éléments qui nous constitue, puisque ça y est, notre enfant est né, mais comme je vous ai dit, il est tellement dépendant de nous que finalement cette responsabilité s'étend et notre espace en fait s'est agrandi. On a conscience de notre corps, mais on a aussi conscience de ce bébé qui est à côté de nous. Et donc l'alimentation adaptée de la femme enceinte, de la femme qui vient d'accoucher, ça va être de lui ramener ce feu et d'apaiser en fait cet excès d'air et ce manque d'eau et de liquide, puisqu'on a perdu tout le liquide amniotique et qu'en plus de ça, comme il y a des pertes de sang, ce liquide s'évacue. Donc c'est tellement intéressant d'aller se soutenir par l'alimentation. On parle d'alimentation réchauffante. Exactement. Et par contre, le problème, entre guillemets, c'est qu'on parlait de 40 jours de repos, et donc qui dit repos dit ne pas passer 2 heures par jour au fourneau. Et donc il y a l'entourage, évidemment, qui peut faire à manger pour la femme en postpartum, mais il y a aussi certaines doulas qui peuvent venir faire à manger chez vous pour la semaine. Après, il y a plein de petites astuces qu'on entend souvent. C'est en fin de grossesse, préparer des petits plats qu'on va mettre au congélateur. On peut aussi, un super cadeau de naissance à offrir à un couple qui vient d'avoir un bébé, c'est un service de traiteur à la maison, des choses comme ça qui peuvent simplifier la vie. Quand on parlait des 40 jours de repos, vraiment, l'idée, c'est de se simplifier la vie, et ça peut passer par des choses aussi simples que ramener un plat. On parle souvent des lasagnes, c'est le truc qui revient souvent, un plat de lasagne à un couple qui vient d'avoir un bébé. Donc une astuce que moi j'aimerais vraiment vous transmettre, c'est comment on peut aborder ce sujet-là quand on a envie de vivre un postpartum un peu comme ça, où on va se reposer et puis on va avoir de l'aide, du soutien de la part de nos familles, de nos amis, pour venir prendre soin de nous. Et c'est quelque chose, je vais vous partager ce que moi j'ai fait pour solliciter ça pour mon 2e postpartum auprès de mes parents et de mes beaux-parents. Ça a été de leur transmettre des articles qu'on rédigeait, par exemple Quantique Mama et puis l'école Yoga Doula aussi. Ils ont parlé de ce postpartum, de cette autre façon de prendre soin des mères, de la mère et du bébé en postpartum. Je les mettrai en lien dans le post sur les réseaux sociaux où je vais indiquer la rediffusion de l'émission. Et donc j'aurais juste envoyé cet article à lui en disant regardez, j'ai lu ça et ça me plaît. Comment ça vous parle? Voilà. Et en fait, l'accueil a été ultra positif. Ils ont juste lu avec leur propre filtre à eux de pensée ce qu'ils ont vu. Et puis ensuite, on s'est mis d'accord sur, tiens, moi j'aimerais ça. Est-ce que vous êtes confortable pour venir cuisiner pour moi, et puis que moi je me repose, et puis prendre soin de mon fils aîné aussi, parce qu'on est aussi là pour prendre soin de la fratrie, qui sont très demandeurs. Et donc voilà, il y a une structure en fait, il y a comme un village qui s'est construit entre mes parents, mon conjoint, 2 doulas qui sont venus chez moi, ma belle-mère aussi, et puis ça a été parfait. Vraiment, chacun à sa place, chacun savait ce qu'il avait à faire pour me soutenir, sans trop envahir mon espace, mais tout en étant présent et soutenant. Et ça a été vraiment un total, une autre vision comparée à mon premier postpartum qui de loin était pas du tout comme ça. Du coup, alors, on arrive, on a déjà dépassé l'heure, mais on arrive vers la fin. Roxane, dis-nous comment on peut faire appel à tes services. Tout simplement en allant sur mon site internet ou sur mes réseaux sociaux, où vous trouverez toute la liste des services que je propose. C'est quoi le nom de ton site? Donc mon site internet, c'est roxanedoula.savoie.fr. Mon Instagram, c'est Roxane Doula, @Roxane Doula, Roxane avec un N, tout simplement, il n'y a pas de point, pas d'espace. Et toi, Pauline? Moi, via mon site internet, larivieradoula.fr, et aussi sur les réseaux sociaux. Alors moi, il y a des points sur Instagram et sur Facebook. Il y a une page aussi, c'est la.riviera.doula, comme la Riviera des Alpes, Aix-les-Bains.
C'est pas beau ça. Voilà. Et aussi un petit truc qu'on n'avait pas dit, mais ça c'est chouette. Par exemple, Roxane, je sais que toi tu fais des massages femmes enceintes. Et une doula, surtout en postpartum, va être très proche en fait de l'intimité de la personne. Donc c'est ultra judicieux de déjà faire appel à elle en amont, pendant la grossesse, en s'offrant. En plus, c'est Noël qui arrive. Un massage femme enceinte, ça c'est quand même génial pour commencer à créer plein d'ocytocine, plein de plaisir, et puis commencer à évoquer qu'est-ce qu'on aurait envie de faire et tout ça. Totalement, et commencer à construire une relation de confiance avec sa doula en amont. Oui. C'est sûr que les services des doulas, c'est une super idée cadeau si vous avez des femmes enceintes dans votre entourage. Nous, on vous encourage. Exactement. Voilà. Donc, vous savez que vous pouvez faire appel à nous pendant la fin de grossesse pour préparer ce postpartum. D'ailleurs, début 2024, je vais lancer des journées autour de prépare ton postpartum de rêve à destination des femmes, des couples, des parents, des grands-parents. Si vous voulez venir avec votre mère, ça sera possible, pour aller un petit peu plus dans le concret de comment on peut préparer ce postpartum. Et puis vous pouvez faire appel à toutes les deux en postpartum pour qu'on vienne chez vous, prendre soin de vous avec des services de chef à domicile, parce qu'on fait toutes les deux. Et ou sinon, chercher une doula postnatale. Il y en a plein d'autres qui vont bien sûr passer sur cette émission au fur et à mesure. Mais voilà, vous pouvez trouver ça assez facilement maintenant quand même. Merci Roxane pour cette belle émission autour du postpartum. J'espère que vous avez appris plein de trucs. N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et puis sur Facebook. C'est quand même un moyen facile de nous contacter. Dans 2 semaines, on va se retrouver encore avec Roxane pour une émission spéciale Noël. On va vous proposer un guide de survie pour les fêtes. Voilà, donc on vous dit à rendez-vous dans 2 semaines avec grand plaisir. Prenez soin de vous et à très vite. Radio Grand Lac, votre radio.